Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette nouvelle édition du WebMag, le rendez-vous des conditions de travail. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Nous aurons 3 invités que je vous présenterai tout à l'heure. Ce WebMag porte sur le management agile, promesses et risques d'une nouvelle organisation du travail. Nous avons 60 minutes pour approfondir cette question. Vous verrez que c'est tout à fait intéressant. N'hésitez pas non plus à poser vos questions. Nous allons en reprendre un certain nombre dans le chat. À tout de suite. Merci. Alors, l'agilité a pris son essor dans les années 2000, dans les milieux des concepteurs de projets informatique. Il y a même eu un manifeste agile qui appelle effectivement à fonctionner autrement, à décloisonner les projets informatiques, à ne pas penser que tout peut être pensé à l'avance, qu'une partie des solutions seront trouvées chemin faisant. De ce point de vue, l'agilité est quand même une autre façon de concevoir les projets avec des impacts significatifs sur l'organisation du travail, la façon de penser des projets. Également, ce que nous avons vu, c'est aussi une espèce d'exportation des concepts de l'agilité vers le management usuel des entreprises. Et nous l'explorerons aujourd'hui. Nous verrons qu'est-ce que ça pose comme problème. Ceci, il ne s'agit pas de faire la promotion d'un modèle. Il s'agit avant tout de réfléchir à ce qu'il implique pour les acteurs concrètement. Et donc on dira et on verra, bien sûr, que ce développement ne va pas toujours de soi, que ça peut être compliqué, que c'est quand même une rupture avec les organisations traditionnelles de l'entreprise, bureaucratiques, hiérarchisées, qu'on fait appel cette fois-ci à la capacité d'autonomie des personnes. Il en est bien sûr attendu une plus grande implication, une plus grande ouverture en tout cas vers aussi ce qu'on peut appeler la contingence, ce qui survient à un moment donné. Donc ça pose aussi une question, une interrogation sociologique plus large. On sait bien sûr que l'ébranlement des modèles tayloriens ne vient pas de loin, qu'on fonctionne autrement aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on peut réfléchir à cette question et donner en tout cas du sens à cette évolution des entreprises aujourd'hui. Alors, pour en parler, tout de suite, je vais céder la place bien sûr à mes invités que je vous présente. Nous aurons Mathieu Grosjean, qui est directeur de projet Scrum Master depuis 9 ans dans une agence de communication numérique. Il a connu la transition vers le mode agile et il peut nous en parler d'une certaine façon de l'intérieur, des avantages, des difficultés, bien sûr, qui sont liées à une autre façon de fonctionner. Je pense qu'on ne doit pas, en tout cas, sous-estimer la rupture, en tout cas, impliquée par l'agilité. Nous aurons également Olivier Chevalet, qui est formateur en marketing et innovation. Il est représentant du personnel au CSE, CFTC chez Schneider Electric. Et nous aurons en tout cas son interprétation personnelle d'une situation, là encore, vécue de l'intérieur. Et pour, d'une certaine façon, essayer de comprendre en tout cas comment fonctionne l'agilité. Nous avons aussi Pascal Huguetto, sociologue, professeur des universités chez Gustave Eiffel, qui est auteur de nombreux articles sur l'évolution du travail contemporain, les nouvelles exigences, dont l'agilité, et qui a fait aussi des recherches de terrain dont il nous parlera sur l'implantation du mode agile. Alors, je passe dans un premier temps la parole à Martin Grosjean sur son expérience de Scrum Master. Pourquoi mettre en place ce mode agile? À quoi ça répond? Quelle nécessité ça répond dans le déploiement des projets informatiques et comment il l'a vécu, bien sûr, parce que l'objectif, c'est qu'il puisse nous témoigner en tout cas de son expérience personnelle. Martin, à vous la parole depuis vos bureaux, bien sûr. Merci Thierry. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, alors moi l'expérience dont je peux rendre compte, c'est celle d'une agence numérique. Donc nous, ce que l'on fait, c'est des sites web, des applications, du logiciel.
Donc, l'agile, c'est quelque chose qui s'est imposé à notre agence il y a quelques années déjà, mais finalement assez récemment, on va dire peut-être 6, 7 ans. À l'origine, le modèle était vraiment un modèle beaucoup plus waterfall, quoi, vraiment plus pyramidal, où en gros les projets étaient réalisés selon des plans très précis et très fixés à l'avance. Et donc on est complètement passé en mode agile désormais sur la réalisation de tous nos projets. Et c'est pas quelque chose qui se passe sans difficulté. Ça c'est pas du tout évident en réalité. Au départ, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout. Le, la demande à l'origine vient des clients, c'est-à-dire que beaucoup de projets n'aboutissent pas du tout à ce qui était prévu au départ. Soit seulement une partie du projet est réalisée, soit ce qui finalement est livré au client ne correspond pas à ce dont le marché a besoin à un moment donné. C'est-à-dire, si un projet met 2 ou 3 ans, par exemple, à être réalisé, ben, en 3 ans, les choses peuvent bouger énormément. Et le livrable final ne correspond plus du tout, en fait, est complètement décalé. Mais l'autre problème très souvent qui est rencontré dans la gestion de projet, c'est qu'en fait, on ne connaît pas vraiment les problèmes avant d'avoir démarré le développement. On pense pouvoir réaliser quelque chose et d'une part, des difficultés peuvent advenir en cours de réalisation, mais également des opportunités de faire beaucoup mieux que ce qui était prévu au départ peuvent être découvertes dans le cadre du développement. Donc, globalement, cette notion de préparer un projet complètement à l'avance et de le livrer exactement sur les spécifications initiales, c'est quelque chose qui est complètement dépassé. Donc ça, les clients nous ont demandé en fait d'adopter des méthodes agiles. Il y avait une autre origine de l'adoption de l'agile, qui étaient les développeurs eux-mêmes ou des personnes qui réalisaient les projets. Parce qu'en fait, en agile, enfin, quand on n'est pas en méthode agile, on demande aux développeurs de prédire absolument tout. Et quand les développeurs rencontrent des difficultés, en gros, on leur a passé la responsabilité, on les a rendus responsables de quelque chose qui ne marche plus. Ou alors on les met face à des challenges que eux ne souhaitaient pas en fait traiter au départ, puisqu'on leur a posé des questions, on leur a demandé de préparer des plans sur des choses qu'ils ne connaissent pas en détail. Donc une difficulté autour de la responsabilité en fait. Alors souvent on dit que l'agile passe la responsabilité aux développeurs, mais dans les méthodes waterfall traditionnelles, il y avait également un problème en gros de responsabilité. Parce que on demandait aux gens de s'engager sur des choses sur lesquelles ils ne pouvaient pas s'engager. Et après on leur faisait porter la responsabilité de l'échec. Donc les développeurs demandaient aussi en fait à utiliser des méthodes agiles qui sont en gros, enfin, fondamentalement, c'est quelque chose qui s'appuie sur le besoin d'autonomie dans le travail, la capacité à maîtriser, à être en fait mis dans une posture de travail où on maîtrise ce que l'on fait et où on exploite au mieux ses vrais savoir-faire. Et ça c'était une demande qui était très forte de la part des salariés. Alors, pas de tous les salariés, il faut être aussi très clair là-dessus. Certaines personnes souhaitent cette autonomie et cette responsabilité. Mais on voit aussi des gens qui préfèrent en fait simplement faire ce qu'on leur demande de faire et qui n'ont pas forcément envie de penser aux challenges qu'ils vont devoir gérer quand ils rentrent le soir à la maison. Et ça, c'est tout à fait respectable. Et alors, notamment en Angleterre, parce que moi, je travaille en Angleterre, c'est quelque chose, la coupure travail et vie familiale est très importante. À 17h30, tout le monde s'arrête de travailler. Alors, en dehors des gens qui travaillent totalement en freelance, mais dans les entreprises, non, ça n'est pas comme en France où les gens travaillent très tard le soir, en fait. Oui, Voilà, parmi les difficultés rencontrées, hein, évidemment, le passage d'un mode de gestion de projet très rigide à un mode complètement agile, c'est un énorme changement. Et chez nous, c'est passé par la formation de tous les acteurs de l'entreprise. Mais ça ne s'est pas fait facilement. Et puis, on a découvert d'autres difficultés. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion de nous aborder un peu plus tard, mais voilà. oui, Il y a beaucoup de certainement, difficultés. on reviendra sur ces questions de conditions de travail, de charge de travail. Donc on voit bien, en tout cas à partir de ce que vous venez de dire, les avantages pour le client, une autre façon de faire. On verra peut-être les aspects plus compliqués, mais j'aimerais maintenant que Olivier témoigne de sa propre expérience chez Schneider Electric, parce que l'agilité ne concerne pas simplement la livraison de projets informatiques. Le concept a migré d'une certaine façon au sein des entreprises, au point qu'on parle de management agile des organisations. Donc, qu'est-ce qui se passe là, selon vous, quand on a effectivement un projet d'entreprise qui tourne autour du management
qu'est-ce qui se passe et comment on fait d'une certaine façon pour mettre en place l'agilité dans des entreprises qui ne sont pas seulement des entreprises de projet proprement dites. D'accord. Alors en fait, chez Schneider Electric, on fait à la fois des projets de hardware et de software, mais l'agilité a été implémentée sur l'ensemble des projets. À titre personnel, j'ai vécu de deux manières, à la fois sur l'aspect formateur, puisque j'ai dû former les marketeurs à mieux interagir avec les clients pour mieux comprendre ce qui avait de la valeur pour les clients et ce qui en avait pas. Et puis je l'ai vécu sur un aspect représentation du personnel, c'est-à-dire que maintenant que tout est en place ou que tout se généralise, je vois les retours des salariés sur ce qui se passe, ce qui marche bien et ce qui marche pas bien. L'idée de faire de l'agilité chez Schneider était avant tout une idée top-down. Le top management ne voulait plus de gros projets avec des tunnels, avec des gros montants de budget qui duraient plusieurs années. Et puis à la fin, on se rendait compte que la valeur vendue n'était pas tout à fait celle qu'on imaginait dès le départ, la valeur finale. Donc l'idée était de découper ces projets en de nombreuses boucles avec beaucoup d'interactions et que toutes ces boucles soient gérées par des mini-équipes, enfin des équipes qu'ils ont renommées squad, et que c'est les équipes qui gagnaient en autonomie sur à la fois les priorités et à la fois les montants de ce qu'il fallait faire, les montants de budget à dépenser. Donc, il a été vendu en interne une grosse réorganisation, enfin des grosses réorganisations avec des changements de rôle, des changements de poste, et il était vendu l'idée que les squads devenaient des sortes de mini-entreprises en interne avec une certaine autonomie et surtout une autonomie de décision. Ce qui était très positif, ce qui a été au départ un élan de renouveau. Et puis après, on s'est rendu compte, et là on est en train de s'en rendre compte, que un des plus gros problèmes, c'est de créer de l'autonomie au sein d'une entreprise qui est très organisée et très structurée. C'est un peu faire se rencontrer deux mondes. D'un côté, des équipes qui veulent le maximum d'autonomie, et de l'autre côté, une structure plus générale de l'entreprise qui passe son temps à vouloir savoir et maîtriser, et donc qui nécessite du reporting. D'un côté, on a des équipes agiles qui veulent gérer l'incertitude, puisque c'est l'objectif des équipes agiles. Et de l'autre côté, on a une structure de l'entreprise qui a plutôt envie de maîtriser l'incertitude et si possible même tuer l'incertitude, puisque l'objectif d'une entreprise, c'est quand même de prévoir beaucoup de choses, et notamment sur les aspects budgétaires, pour présenter des résultats qu'il avait imaginés en début d'année. Donc on a un peu cette confrontation de deux mondes, entre des gens qui veulent plus d'autonomie, enfin à qui on pousse à avoir d'autonomie et de la responsabilité, et d'un autre côté une structure, on va dire, alors je sais pas si c'est une structure ou une culture d'entreprise, parce que je pense que c'est pas que lié à Schneider Electric. On a tous été formatés dans nos études pour faire du bon du premier coup, et puis maintenant on nous explique qu'il faut tester, on a le droit de se tromper et on va apprendre. Donc, ce changement de culture, ça se fait pas uniquement par un coup de baguette magique d'une organisation ou de formation, parce qu'on a eu beaucoup de formations autour de ça. Et aujourd'hui, on est un peu dans cette étape-là de rencontre entre deux mondes qui est un peu difficile et qui a un peu des difficultés à communiquer. Oui, on voit tout à fait effectivement qu'il y a des difficultés. Pascal, si j'avais à vous demander, vous aussi dans vos propres recherches, est-ce que vous avez observé des situations de décalage au fond entre des équipes qui travaillent de façon agile et des modes de gestion qui restent traditionnels? Est-ce que c'est pour partie un problème qu'on peut identifier comme étant celui de l'implantation, de la diffusion du mode agile dans des organisations structurées par ailleurs, souvent de façon encore assez bureaucratique, pyramidale? Oui, évidemment, c'est ce qui vient d'être dit, c'est assez emblématique de ce qu'on peut observer dans beaucoup d'endroits. Je parle en particulier de la grande entreprise qui a été, je dirais, acheteuse en quelque sorte de ces méthodes, et peut-être sans avoir totalement pris le temps de mesurer ce qu'elle était en train d'acheter.
en quelque sorte, hein. Parce que, Martin l'a bien dit tout à l'heure, en fait, on pourrait dire qu'il y a deux grands fondements aux méthodes agiles. Ce qu'on appelle, Martin dit l'agile, on dit parfois l'agilité, hein, une collection de termes qui désignent à peu près la même chose, mais deux grands fondements. Un fondement, c'est véritablement, sans que ce soit dit comme ça, au fond, à l'intérieur du mode agile, il y a une doctrine de la valeur et la production de valeur, qui est que, dans le fond, a de la valeur, non pas ce qui est conforme à un cahier des charges donné a priori, mais ce qui va plutôt être se trouver, validé par des utilisateurs à travers des usages qui vont venir confirmer qu'en réalité, ce qu'on a mis au point, qu'on n'était pas capable d'imaginer de cette façon-là au tout départ, mais finalement, c'est ça qui pour eux a de la valeur. Et donc la question des usages et de la révélation des usages possibles, c'est vraiment un point fondamental qui renvoie à un point qu'Olivier a mentionné, qui est que immédiatement, ça veut dire renoncer au contrôle, notamment au contrôle que l'on peut se donner a priori du résultat que l'on doit atteindre. L'autre pilier, l'autre fondement, c'est, et là aussi Martin l'a dit tout à l'heure, c'est en fait une affirmation du métier, hein, le manifeste agile qui est à l'origine de ce dont on parle aujourd'hui. Il est en fait rédigé par des gens qui véritablement parlent à partir du métier qu'ils entendent défendre, représenter, et leur message, c'est dans les termes que Martin a utilisés tout à l'heure, on maîtrise ce qu'on fait. Vous pouvez nous confier la machine en quelque sorte. Au prix d'un certain nombre de méthodes, on sait ce qu'on fait, on fait pas n'importe quoi, et c'est plutôt la bonne méthode pour arriver à des réalisations pertinentes et livrer au bout du compte des réalisations pertinentes. Le tout avec, et ça a peut-être pas encore été vraiment mentionné jusqu'à maintenant, beaucoup de discussions pour se mettre d'accord et convenir d'un certain nombre de choses. Donc les entreprises ont acheté ça. Autant tout ça est séduisant, autant en réalité ça se définit par contraste, si ce n'est par opposition, avec tout ce autour de quoi l'entreprise est organisée, et particulièrement quand elle gère des volumes industriels qui lui permettent pas de faire n'importe quoi. Donc, à la fois, on n'engage pas des montants financiers absolument gigantesques dans de l'innovation sans chercher à contrôler un tout petit peu ce qui va déboucher. On ne met pas des effectifs de manière inconsidérée. Donc, la grande entreprise, elle a besoin de fonctionner par une sorte de planification a priori. Et il y a des gens qui, dans la grande entreprise, incarnent ça. Notamment toute la partie de l'entreprise qui va attribuer des budgets, donc les directions financières, par exemple, les directions marketing, qui vont formuler la projection dans des produits dont on se préoccupe de savoir si ils ont des chances de rencontrer une demande. Les gens du marketing, souvent, vont dire « quelle est ta promesse ?» Donc, en fait, ce qu'on peut observer, Olivier a parlé ici de l'exemple de Schneider, mais il est très emblématique de ce qu'on retrouve ailleurs, ce que moi j'ai pu retrouver dans les travaux dans d'autres grandes entreprises, c'est que on a en quelque sorte une évolution qui se produit en quelque sorte en parallèle de façon assez disjointe entre des équipes opérationnelles qui vont passer à de l'agilité et qui vont en faire l'apprentissage. Ça a été dit, hein, ça vient pas tout seul, ça n'a rien d'évident, mais donc il y a tout un effort d'apprentissage qui est engagé. Et d'un autre côté, le reste de l'organisation, eh bien lui, malgré une communication qui peut laisser penser que c'est le cas, en réalité, n'est pas devenu agile, ne s'est pas transformé de façon agile, et continue en fait de demander des jalons, continue de demander des promesses claires et nettes, continue de dire de quel budget tu as besoin pour du pilotage.
Donc il y a un décalage en quelque sorte entre, et on sait à quel point le pilotage a du pouvoir à l'intérieur des organisations contemporaines, un décalage profond entre du pilotage qui lui n'est pas si agile que ça, et des fonctionnements qui eux tentent de devenir agiles. Ça évidemment, à la fois c'est source de tension. D'une certaine manière, c'était prévisible à partir du moment où précisément acclimater de l'agilité au sein de la grande entreprise, en réalité, ça voulait dire construire des articulations qui, au départ, n'ont pas été pensées et qui, d'une certaine manière, là, doivent être pensées en quelque sorte une fois au pied du mur. Je vais me permettre d'illustrer, oui, si je peux me permettre d'illustrer ce que vient de dire Pascal. Prenons l'exemple réel d'une équipe de projet, d'une squad, qui a découvert que ce qu'elle était en train de développer avait une certaine valeur, mais au moment du contact client, il y avait quelque chose qui avait plus de valeur à développer, qui était plus important vis-à-vis du client. Elle va se heurter directement à un travail énorme pour vendre cette nouvelle vision des choses en interne, vendre au top management qui n'avait pas mis l'argent initial pour cette nouvelle valeur, vendre ça au contrôleur de gestion qui avait autorisé des dépenses pour l'ancienne valeur et non pas la nouvelle, et vendre cette nouvelle idée à tout le réseau commercial et les marketeurs des différents pays pour dire, ben voilà, le projet se réoriente. Et cet effort-là, il est tellement énorme que les équipes, elles ont du mal à se dire, à prendre la décision, parce qu'elles se battent finalement en interne alors qu'elles ont trouvé des choses qui étaient très importantes en externe. Donc voilà, c'est la confrontation, une fois de plus, une illustration de la confrontation de ces deux mondes. Merci à tous les deux, en tout cas pour les deux dernières propositions. On voit bien en tout cas que l'agilité ne peut pas être comprise comme une espèce d'injonction qui tombe du haut vers le bas. C'est une transformation organisationnelle d'ensemble et comme le souligne un auditeur, Pierre, s'implique aussi le CODIR, les CODIR, en tout cas la direction, c'est aussi une transformation de ses propres pratiques et ça ne va pas de soi. J'aimerais maintenant relayer une autre discussion d'un auditeur autour du rôle du Scrum Master. Donc je m'adresse là à Martin. Si on pouvait au fond approfondir un peu ce rôle-là, le rôle avec les équipes. Au fond, le Scrum Master est un peu à l'interface entre le client, ce qu'il raconte, les personnes qui sont sur le terrain, qui conçoivent au fond les applications informatiques qui font avancer le projet. Ça ne doit pas être toujours évident, je pense. Il y a la question aussi de la charge de travail qui vient de la part aussi de certains auditeurs. On imagine bien que parfois le rôle du Scrum Master est un peu un équilibriste à l'interface de plusieurs choses. Il doit rassurer le client, très certainement. Oui, le projet avance bien. En même temps, il demande aux équipes qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut dire en tout cas de ce rôle sans doute qu'on imagine pas toujours évident et pas toujours facile? Je pense qu'il faut distinguer le rôle pur de Scrum Master tel qu'il est décrit et tel que finalement l'Agile essaie de le mettre en place, de la réalité qui est aussi que le Scrum Master est rarement juste Scrum Master. Vous avez décrit par exemple le Scrum Master qui parle au client, c'est pas le rôle du Scrum Master normalement, ou alors il est plutôt là pour protéger en fait l'équipe des clients et de tous ceux qui ont partie prenante. Mais voilà, donc il y a le rôle, je vais vous parler rapidement du rôle théorique, puis il y a le rôle de la réalité, en effet. Et dans la réalité, fondamentalement, et pour revenir aussi sur tout ce qu'on vient de discuter à l'instant, aucun projet n'est signé au niveau budgétaire sans une vision, une idée claire par le CODIR ou n'importe quelle direction qui demande le projet, de quel va être le livrable. Et ce qui est totalement à l'opposé de l'Agile. L'Agile va livrer de la valeur, donc on arrive à décrire une valeur, mais on ne décrit pas quelque chose sous forme de spécification à la fin. C'est totalement incompatible. C'est l'inverse de ce qu'on essaie de faire. Or, les directions, quelles qu'elles soient, ne vont pas s'engager sur une valeur qui n'est pas définie. Donc, vont toujours demander des choses très précises. Alors, très souvent, en fait, et c'est une des grandes difficultés du Scrum Master, mettons, ou de l'équipe, mais ça va être en fait de s'engager au départ de toute façon de manière malhonnête en fait sur des spécifications qui ne seront pas livrées à la fin, et l'agilité étant l'excuse pour ne pas livrer ces spécifications. Mais très souvent, pour simplement débloquer les projets et les faire advenir, on s'engage sur quelque chose qu'on sait très bien qu'on ne tiendra pas.
on ne le tiendra pas parce que c'est certainement pas pertinent ou même infaisable. Mais ça va devenir la grande difficulté de l'équipe et peut-être du Scrum Master. Alors, dans mon cas, c'est souvent en effet une difficulté que je gère moi parce que mon rôle est peut-être un peu au-delà de Scrum Master. Ça va être d'effectivement gérer notamment les clients et de gérer tout ce qui est les attentes du client. Donc au départ, arriver à finalement accepter des demandes clients qui permettent d'obtenir le budget, mais ensuite gérer l'évolution de ce que le livrable va être, tout en continuant à démontrer aux clients qu'on livre de la valeur, et c'est ça le plus important. Donc, mais ça, c'est presque un rôle commercial, en fait, qui est quand même pas vraiment le rôle du Scrum Master. Le Scrum Master, fondamentalement, son rôle, c'est de s'assurer que les principes agiles, parce on essaie aussi d'éviter le terme de méthode pour pas avoir l'impression que c'est un cadre où il s'agit de faire les choses d'une certaine manière. C'est vraiment des notions de principes, des principes qui sont autour de la discussion, en effet, de s'assurer que l'équipe communique et que toutes les informations circulent bien entre les différents experts, parce que tout le monde est expert de quelque chose dans une équipe, dans un Scrum. Donc le Scrum Master, il est vraiment là pour que cette communication existe. Et le Scrum Master, il est aussi là pour protéger l'équipe. Donc c'est vraiment, en gros, permettre à l'équipe de travailler en autonomie du reste de l'organisation. Et Olivier tout à l'heure parlait de boucle, donc nous on parle de sprint. C'est vraiment cette notion, souvent c'est des sprints de 2 semaines ou de 3 semaines, où pendant 2 ou 3 semaines, l'équipe est totalement isolée de l'organisation. Et ça, c'est un des principes de l'agile qui est super important. C'est pour que l'équipe puisse en fait travailler en autonomie, il ne faut pas qu'il y ait d'influence extérieure. Donc, pas de reporting aux demandeurs, enfin aux donneurs d'ordre, etc. Pas de reporting avant la fin du sprint. Pendant le sprint, l'équipe fonctionne avec un objectif, un micro-objectif, entre guillemets, par rapport à l'ensemble du projet. Il travaille en autonomie sur cet objectif et le Scrum Master est là pour protéger l'équipe et empêcher en fait les influences extérieures ou les demandes de reporting. Tout ça arrivera à la fin du sprint, à ce qu'on appelle la démo. La démo, c'est vraiment, voilà, au début du sprint, on a décidé qu'on allait traiter tel problème. On n'a pas dit ce qu'on allait faire à la fin, mais on va traiter tel problème. On se donne un sprint pour le faire, c'est une certaine durée, une certaine capacité, un certain nombre de personnes. Et à la fin, on fait la démonstration de ce qu'on a produit pour répondre à ce problème. Voilà. Et le Scrum Master, il est là pour animer tout ça, protéger l'équipe, s'assurer que l'équipe reste bien concentrée sur cet objectif et ne commence pas à faire autre chose. Mais en gros, le Scrum Master est là pour s'assurer qu'à la fin, il y aura bien la démonstration de quelque chose qui a répondu à la demande initiale. Et dans un système comme ça, le client peut manifester parfois une certaine insécurité. Est-ce que mon projet va bien se dérouler? Et là, comment est-ce qu'on fait pour le rassurer? Bien sûr, on lui a expliqué les principes agiles. Ce n'est pas une méthode, comme vous l'avez dit. Mais celui-ci, je suppose qu'en cours de route, il y a la question d'un certain contrôle. Où j'en suis? Est-ce que j'en ai pour mon argent? Est-ce que ces questions-là se posent concrètement d'une certaine façon dans la façon de dérouler un projet? Extrêmement concrètement, et en fait c'est le gros problème pour les équipes agiles, c'est que le client lui est rarement agile. En fait, le client nous demande de mettre en place des méthodes agiles pour être sûr d'avoir un produit pertinent à la fin, surtout si la durée du projet est longue. Mais en réalité, le client, lui, a un budget et veut fonctionner dans ce budget et il veut qu'à la fin, son produit marche. Faut pas oublier aussi qu'en informatique, très souvent, pour qu'un produit fonctionne, il faut qu'un certain nombre de fonctionnalités aient été mises en place et que si certaines fonctionnalités ne rentrent pas dans le budget ou s'avèrent être plus complexes que prévu au départ, ça peut complètement mettre en danger le projet. C'est-à-dire que Olivier parlait tout à l'heure de hardware et de software. Moi, j'imagine que chez Schneider aussi, un produit livré au client, c'est une boîte qui fait un certain nombre de fonctionnalités. Et s'il manque la moitié de la boîte, l'ensemble ne fonctionne pas. Donc, le client va en permanence vouloir être rassuré sur l'avancée du projet. Et rien que ce principe-là, en fait, à partir du moment où ça arrive, le client, il va faire ça en comparaison avec une référence qu'il a. Donc, lui-même, qu'il l'ait communiqué ou pas à l'équipe au départ, il a dans sa tête un certain nombre de spécifications ou de fonctionnalités attendues du projet et il va passer son temps à comparer l'avancée du projet avec cette liste de fonctionnalités. Et donc, alors ça peut être le rôle du Scrum Master. Normalement, c'est pas forcément son rôle à lui. Il y a aussi un Product Owner quand même le chef de produit qui quand même lui aussi a un rôle à jouer là-dedans, qui lui
porte la vision en fait du produit et est capable de dire aux différents aux différentes personnes impliquées dans l'entreprise, peut porter cette vision et expliquer en gros comment le projet du départ a évolué pour finalement délivrer la valeur qui est attendue, mais avec un produit qui est différent de celui qui était potentiellement imaginé au départ. Donc le product owner joue également ce rôle. Mais bon, faire cette jonction entre un client qui vient avec un projet avec des demandes très précises et une équipe qui entend travailler de manière agile, donc faire le lien entre ces deux, c'est vraiment là où le Scrum Master a un rôle important, enfin un rôle clé à jouer, et c'est là où sont vraiment les challenges. Et ça pose ça crée beaucoup de tensions pour le Scrum Master et pour la gestion des équipes également, parce que si le Scrum Master n'est pas capable, en gros, de faire ce buffer, de faire cette éponge, il va passer les angoisses, entre guillemets, à l'équipe. Et là, ça ne fonctionne plus du tout, parce que là, on a une équipe qui n'est plus libre de faire ce qu'elle veut, on a une équipe qui a peur de perdre du temps, une équipe qui a peur de se retrouver à faire des journées de 20 heures pour finir le projet, etc. Donc, c'est effectivement un rôle super important. Peut-être avant de passer la parole à Olivier, une question, Martin, sur les questions. On voit en tout cas que l'agilité implique un écosystème où les interactions entre les acteurs sont nombreuses et très denses. Qu'est-ce qui se passe à travers des systèmes de délocalisation, télétravail par exemple, ou bien projet qui doit être mené avec des pays différents, des cultures différentes? C'est une question en tout cas d'un auditeur que je relaye. Est-ce que là, ça ne complique pas encore les choses, hein? On sait au fond que la proximité géographique, même si elle n'est pas toujours synonyme d'efficacité, facilite quand même un certain nombre de résolution de problèmes, de liens. Est-ce que cette question, en tout cas, pour vous, a un sens? C'est vraiment c'est une question essentielle, et en particulier aujourd'hui dans l'informatique, je pense qu'il n'existe plus aucune équipe qui n'a pas des personnes à distance, ou que ce soit toute la semaine en permanence, ou simplement, comme c'est souvent le cas pour nous, l'intégralité de l'équipe est à distance et à quatre coins du monde. Donc effectivement, on va se retrouver avec des problématiques autour de travailler de manière asynchrone par rapport à travailler tous au même moment. Il y a des problématiques de culture qui sont très différentes également, et puis des niveaux de seniorité, des manières de fonctionner qui peuvent être effectivement très différentes. Et puis, depuis le Covid et le travail à domicile, on a vu aussi se développer j'ai envie de dire, des grandes questions autour de la productivité du travail. Alors là, je donne aucun avis personnel ou moral sur la question. C'est simplement une constatation et je le sais d'expérience, que certaines personnes ont 2 ou 3 jobs en même temps, ce que leur permet en fait le travail à distance. Et ça a des énormes impacts sur la productivité, en particulier quand on laisse intégralement à l'équipe le soin de déterminer quelle quantité de travail va être mise dans le projet. En mode agile, on n'impose pas à un développeur le temps de travail qu'il va avoir pour réaliser une certaine fonctionnalité. C'est lui qui le dit, et l'équipe, en gros, s'autocontrôle un petit peu et détermine si c'est acceptable ou pas. Mais il n'y a plus de project manager qui questionne les estimations d'un développeur. Donc dans ce cadre-là, avec l'absence physique, la capacité de, en gros, estimer chacune de ces tâches soi-même sans quasiment aucun contrôle, on peut imaginer des situations où effectivement la productivité de chaque personne est en chute. Oui. Moi, je l'ai constaté. Voilà. C'est sans aucun jugement de valeur morale ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité qui est parfois difficile à gérer. Olivier, discutons peut-être maintenant des questions d'impact sur les conditions de travail proprement dites. Vous êtes représentant du personnel au CSE, donc vous entendez a priori, il y a des interpellations du personnel. Au fond, c'est quand même un changement culturel fort pour les salariés qui fonctionnent au monde agile. Il faut par exemple se mettre en avant d'une certaine façon, il faut discuter. Or, peut-être que tout le monde n'est pas prêt à ça, certains plus que d'autres. Est-ce que cette question, au fond, du style personnel de chacun se pose
dans l'agilité chez Schneider, en tout cas des situations que vous avez pu observer, et comment est-ce qu'on peut y répondre et puis sécuriser un peu tout le monde? Est-ce que c'est comme ça, en tout cas, qu'il faut penser, hein, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Alors, tout d'abord, je voudrais revenir 2 secondes sur ce qui a été dit, parce que Oui. ça s'applique bien chez nous. L'agilité a été imaginée au départ comme, a été implémentée au départ comme une méthode et des outils, parce que on est une société d'ingénieurs et qu'on aime bien les méthodes et les outils et les formations. On sait déployer ces choses-là. Or, pour qu'elle marche bien, c'est avant tout un changement de comportement, voire même d'état d'esprit. Moi, j'appelle ça l'état d'esprit d'entrepreneur. J'ai poussé même des formations autour de ça. Or ça, changer l'état d'esprit des gens, c'est pas facile et ça met du temps. Et ça marche bien, d'ailleurs, ça se voit bien quand la structure de l'entreprise ne met pas de pression. Chez nous, les équipes agiles qui marchent le mieux sont les équipes qui, je dirais, travaillent les plus cachés. Les équipes d'innovation, par exemple, qui ont un budget et puis qui cherchent et qui expérimentent, elles, ça fonctionne extrêmement bien parce que elles ont déjà souvent, ce sont souvent des personnes qui ont été sélectionnées parce qu'elles ont cet esprit, entre guillemets, d'entrepreneur, qui osent, qui tentent, qui testent, et en plus, elles ne sont pas sous pression de la structure parce que elles n'ont pas un besoin de mise sur le marché impératif. Voilà, on les laisse un petit peu tranquilles. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, quand on généralise le fonctionnement en squad et en comportement, en méthode agile, si on peut dire, en agilité un peu de partout, on se rend compte que on pousse des gens à fonctionner sur un mode sur lequel ils n'étaient pas habitués, et notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que les équipes, elles discutent beaucoup, elles se mettent d'accord, elles échangent. Or, initialement, il y avait beaucoup de découpage du travail. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, etc. Et l'ancien chef de projet, il était plus là pour cadencer. Là, tout d'un coup, il faut négocier les uns avec les autres, voire même, puisque nous, on fait des présentations au management par les squads, voire même aller expliquer ses choix et les choix de l'équipe au management. Et des salariés qui sont arrivés dans une grande entreprise n'ont pas forcément été recrutés pour ça. Contrairement, par exemple, à des freelances ou des start-upers qui ont cet état d'esprit, qui travaillent ensemble, qui se sont choisis les uns les autres dans une grande entreprise, dans une équipe ou dans une squad, ils n'ont pas choisi de travailler ensemble. On les a mis ensemble parce que c'est les compétences qui étaient disponibles à ce moment-là. Et certains étaient venus dans une grande entreprise pour, on va dire, un peu un découpage taylorien du travail et l'exploitation de leurs propres compétences, souvent leur propre expertise. Quand tout d'un coup, ils doivent rentrer dans cette méthode de 1, je me mets en avant, 2, je négocie, etc., certains, ils le prennent vraiment très mal et du coup, l'impact de tout ça, ce sont des risques psychosociaux, des gens qui se sentent mal, qui se sentent fliqués, parce qu'il y a aussi cet aspect de je dois dire ce que je vais faire avec l'aspect ticket, et derrière, quand je dis ce que je vais faire, quand j'annonce, je me sens obligé de le faire. Et si jamais je rencontre une difficulté, je n'ose pas exprimer mes difficultés, je n'ose pas me faire aider, voire même je n'ose pas demander au groupe de changer les priorités, et ben derrière, ça finit par du micromanagement et des gens qui finissent soit en burn-out, soit pas loin, quoi. Donc en fait, une des difficultés, c'est ça, c'est que les gens ne sont pas au départ préparés, ne sont même pas recrutés pour faire ça. Et une fois de plus, c'est pas la formation qui va les aider à faire ça, c'est l'expérience, c'est petit à petit la transformation. Donc une squad ne marchera qu'au bout d'un certain temps, et à partir du moment où le product owner, le scrum master joue bien ce rôle et tiennent bien en compte des spécificités de chacun, parce que, une fois de plus, les gens n'ont pas été recrutés pour ça. Et encore plus, les managers. Les managers, souvent, ils ont été recrutés pour piloter des équipes. Là, tout d'un coup, ils doivent juste suivre des équipes et non pas, et ben derrière, ils sont extrêmement angoissés et le résultat, c'est qu'ils font du micromanagement et eux-mêmes rentrent dans cette situation de risques psychosociaux parce que ils mettent de la pression sur leur équipe, mais eux-mêmes subissent la pression parce que les managers des managers se disent mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont, voilà. Donc en fait, il y a un sentiment au bout d'un moment
de bazar ambiant, en gros, débrouille-toi, mais il faut que ça sorte, ou à la fin, les sprints deviennent des micro-projets en cascade à grande vitesse. Et du coup, les gens ressentent une pression énorme. Alors, c'est pas toutes les squads, évidemment, ça dépend énormément des personnes, mais les personnes qui ne se sont pas bien adaptées le vivent potentiellement extrêmement mal. Et ça, on le retrouve derrière dans les C2SCT, dans les analyses de risques psychosociaux. Oui, en tout cas, et là, je peux pas. Oui, tout à fait, Olivier. Martin, allez-y. Non, simplement, je peux pas m'empêcher du coup de rebondir en renforçant ce point que je faisais plus tôt, que le Scrum Master, son rôle numéro 1, c'est de protéger l'équipe, en fait. Et par exemple, cette idée que les gens font des présentations, c'est vraiment, alors c'est presque un principe clé qui est, oui, si la personne le souhaite, mais alors sinon, c'est vraiment le Product Owner qui le fait, ou le Scrum Master qui fait le reporting, ou le Project Manager si par ailleurs il y a un Project Manager très sur les finances, etc. Mais le Scrum Master, son rôle, c'est vraiment de protéger, en fait. Protéger l'équipe pour que chacun puisse réussir. Alors après, de nouveau, ça fonctionne pas forcément, ça dépend complètement des cadres. Quand on est une agence, enfin dans mon cadre qui est celui d'une agence où en gros on a finalement les équipes voient assez peu le client, ou sont pas forcément visibles au client, c'est plus facile à faire. Je pense qu'en interne, dans une grosse entreprise, ça doit être beaucoup plus difficile d'arriver à tenir à distance un manager qui veut venir mettre son nez et regarder ce qui se passe. Et là, je pense que le Scrum Master qui fait ça peut lui-même se mettre en danger vis-à-vis de sa carrière, etc. C'est plus facile quand on est externe. Sachant que les présentations se font de deux niveaux. D'un côté, du côté client, ce qui est pour moi, en tant que marketeur, le plus valorisant, parce que c'est là qu'on apprend, même si on a le droit de se tromper. Ah oui. Mais quand la présentation se fait au niveau managérial et top managérial, là, la pression psychologique interne, elle est énorme, parce que on n'aime pas. Autant on peut comprendre qu'un client nous explique qu'il n'est pas content et qu'il préfère plutôt ceci et cela, et qu'on comprend pourquoi. Quand c'est un manager interne, tout de suite, ça fait pas les mêmes conséquences, et on n'imagine pas. On imagine potentiellement des conséquences sur sa carrière. Oui. On voit bien, en tout cas, vous écoutez qu'un projet d'agilité ne s'improvise pas, qu'il faut vraiment le concevoir, l'accompagner. Je voudrais, Pascal, revenir un peu sur une idée qui est exprimée par plusieurs personnes dans le chat. Au fond, pourquoi est-ce que, là, dans ce cas-ci, qui est résistant au changement? À vous écouter un peu tous les trois, parfois on a l'impression que ça pourrait être les comités de direction, les entreprises. Et là, je reviens sur la question du décalage entre l'organisation traditionnelle bureaucratique de l'entreprise et l'injonction à l'agilité. Vous avez souligné que ça ne marche pas. Mais si on pousse en tout cas cette réflexion, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, de la part d'un certain nombre d'acteurs, une plus grande acceptation des principes de l'agilité? Là, je parle vraiment du management agile d'une certaine façon. Est-ce que c'est une mécompréhension du concept même, ou là, est-ce qu'on touche aussi des zones de pouvoir, ou est-ce que ce sont même des questions économiques dans la préparation de cette émission? On avait évoqué où ce produit, là, qui crée la valeur d'une certaine façon. Est-ce que c'est tout ça qui est problématique? Et une autre question, une sous-question d'une certaine façon, de la part aussi d'un auditeur qui nous parle d'un mode d'organisation lean agile. Est-ce qu'on peut observer effectivement cette espèce d'une fusion éventuelle, ou en tout cas une rencontre entre les principes du lean, qui eux viennent d'encore plus loin, bien sûr, que l'agilité et l'agile? Est-ce qu'il y a des affinités électives entre ces deux modes d'organisation? Bon, voilà, deux questions, sans doute pas évidentes, bien sûr. Effectivement, c'est un peu de tout ça, mais ça a été dit encore une fois tout à l'heure. Ce dont on parle, c'est d'abord avant tout, ce sont des principes. Et ces principes, tout à l'heure, je disais, en quelque sorte, ils ont été achetés sans véritablement réfléchir à ce qu'on achetait. Ils ont été intégrés dans le cadre du fonctionnement, là où c'est très visible, la contradiction, c'est dans le cadre du fonctionnement de la grande organisation qui, elle, presque structurellement, a besoin de l'inverse. Donc, et par ailleurs, le décalage au niveau de ces principes est incarné par des acteurs qui, à l'intérieur de la grande organisation, c'est en filigrane de ce que vient de dire Olivier,
ont des degrés de pouvoir qui ne sont pas les mêmes, hein. Du point de vue de la gestion des carrières, du point de vue de ce que ça fait que de devoir oser dire que, dans le fond, au terme de la discussion, on pense qu'il vaudrait mieux plutôt attendre de voir, par exemple, ou des choses de ce type-là. Donc, il y a ces décalages qui, en fait, renvoient à un problème. Euh, la, L'entreprise n'est jamais une organisation totalement cohérente de part en part, hein. Elle est constituée par une histoire d'un empilement de méthodes, de dispositifs, de processus. D'un bout à l'autre de l'organisation, on voit pas les enjeux de la même manière. Mais malgré tout, il y a quand même dans l'introduction de l'agilité, quelque chose qui parfois confine à des formes d'incohérence et d'accentuation de l'incohérence, hein, qui vont peser sur les individus. Incohérence, alors, pour reprendre la toute dernière question sur le Lean Agile, alors il faudrait qu'on fasse un deuxième webinaire, hein, sur le Lean Management, qui peut, en fait, derrière un même ensemble d'outils, de principes, de vocabulaire, en fait, envoyé à des applications qui peuvent être relativement contrastées et ne pas impliquer les mêmes choses. Mais le Lean Management, dans un certain nombre de cas, il va de pair avec, d'une part, l'idée qu'en fait, il y a un impératif premier dans la performance qui est la productivité, et par ailleurs que cette productivité, on l'obtient par la chasse à tout ce qui est des temps improductifs. De ce point de vue-là, Lean et agilité, normalement, sont des termes qui sont presque faits pour se contredire. Dans tout ce qui a été dit, encore une fois, aussi bien par Martin que par Olivier, on voit bien comment, en réalité, les temps où on se parle sont des temps de régulation et des temps d'émergence de la valeur, de l'idée même que l'on pourrait, dans le fond, aller vers telle réalisation, ou que ça, ce serait plus pertinent que ce sur quoi on était parti au point de départ. Donc, il y a besoin de parler, y compris parler de tout et n'importe quoi, pour en venir véritablement à identifier ce dont on a besoin. Donc là, ça voudrait dire qu'il y ait une pensée de la performance en entreprise qui accepte de revenir sur ce qui a quand même été largement promu, particulier encore une fois dans les grandes organisations ces dernières décennies, l'idée que véritablement le temps doit être géré au plus serré et qu'il faut faut traquer les temps improductifs. De même que l'agilité, normalement, demande d'avoir une pensée de la performance qui intègre l'idée d'une création de valeur en mettant dans les mains de l'utilisateur quelque chose qu'il juge pertinent, plus que conforme à un cahier des charges et notamment à un certain délai à tenir. Ça va au-delà de la productivité. Donc, en fait, le problème, c'est que précisément les organisations ne pensent pas cet empilement et cette articulation de façon d'entrevoir la performance qui ne s'aligne pas. Et même si on sort un manuel qu'on va aller acheter chez un libraire célèbre, un manuel du Lean Agile, il faut pas penser qu'en réalité, ce manuel va donner la clé de résolution de ce qui, du point de vue de la pensée de la performance, est en fait plein de contradictions sur lesquelles il va falloir statuer. Et si on statue pas dessus, en fait, ça tombe sur les individus, notamment ceux qui ont été mentionnés, et notamment ceux qui sont à l'interface, les product owners, les scrum masters, qui eux, en fait, à partir de leurs propres outils à eux, vont devoir penser la façon de résoudre la contradiction. Si par ailleurs on a un style à l'intérieur de l'organisation d'animation managériale qui conserve des aspects plutôt de mise sous pression, de passage en revue un peu terrorisant, eh bien là on met particulièrement ces individus en difficulté qui n'ont pas forcément dans
leur trajectoire personnelle, tous les éléments de métier qui leur permettent de faire face en sécurité, en quelque sorte, à la difficulté à la fois intéressante mais coriace quand même, qui vient de leur être confiée. Oui, tout à fait. Je me permets de réagir, si Olivier, oui, tout à fait, bien sûr. Je me permets de réagir. En fait, on nous dit souvent, d'ailleurs, quand on discute en CSE, on nous dit souvent que dans une entreprise, on passe son temps à gérer des injonctions paradoxales, et c'est ce qui fait certains métiers. Là, la mise en place de l'agile, ça génère une quantité d'injonctions paradoxales telle que ça met justement ceux qui sont à l'interface entre la squad et le reste de l'organisation encore plus sous pression. C'est pour ça qu'il y en aura toujours des injonctions paradoxales, mais quand on en a trop, c'est là on tombe sur l'état de santé et le comportement des gens, et c'est ça qui crée le principal risque de la mise en place de ce genre de méthode. Et le paradoxe, si je peux me permettre d'enchaîner à mon tour là-dessus, c'est que, en fait, principes qui, d'une certaine manière, sont plutôt intéressants pour le développement personnel et professionnel des personnes et des individus, peut se retourner dans son contraire, dans quelque chose qui est vécu comme très insécurisant, alors que, comme Martin l'a dit tout à l'heure, à la base, normalement, il y a l'idée de créer des conditions d'une sécurité pour ces discussions. Et la prise en charge de tout cela, on va venir en quelque sorte insécuriser des individus qui vont d'une certaine manière passer à côté de l'espace de développement professionnel qui était à leur disposition en vertu de ces principes. Donc, moi, pour rebondir sur tout ça, et je vais vraiment dans ce sens, je voudrais rappeler quand même les origines de l'agile. C'est 16 hommes blancs âgés, experts, qui se retrouvent dans une station de ski aux États-Unis pour discuter de comment faire du bon logiciel. Il n'y a rien de négatif dans tout ça, mais c'est un contexte quand même qui rappelle qu'on a affaire à des gens qui sont privilégiés. Donc, c'est plus facile pour eux de mettre en œuvre de l'agilité quand on est expert de son domaine, que l'entreprise, l'organisation dépend de vous de manière très forte. Bon, vous êtes par ailleurs blanc, âgé, vous avez de l'expérience, etc., vous êtes respecté. Bon, ça, c'est une première chose. C'est un peu de la controverse que je fais, mais volontairement, parce que je suis pas la première personne à rappeler que l'agile a pas... L'agile aujourd'hui, déjà c'est quelque chose d'assez ancien et ça n'a pas été forcément mis à jour avec des problématiques plus autour de DEI, etc., toutes les problématiques de l'intégration, le rôle des femmes, etc. Ça, c'est une chose. Mais là où ça devient, moi je trouve plus intéressant, c'est que par rapport à cette notion d'injonction contradictoire entre une organisation qui demande aux gens de produire une certaine chose et qui par ailleurs souhaite autre chose en réalité, il ne faut pas oublier là aussi que l'agile, ça fonctionne très bien dans des entreprises qui sont soit en pleine croissance, soit qui ont des fonds illimités. Je veux dire, Google, Facebook, etc., c'est des gens qui, avant qu'ils fassent beaucoup d'argent, personne ne leur demandait des comptes. Ce qu'on leur demandait, c'était de produire de l'innovation, mais sans jamais poser la question de combien coûtait cette innovation. Et de nouveau, les 16 hommes dont on parle qui ont créé le manifeste Agile venaient d'entreprises qui étaient en pleine de croissance incroyable. Je crois que la personne leader dans tout ça venait d'une entreprise qui était sur le network, qui faisait du networking informatique, donc vraiment l'infrastructure de base, c'est quelque chose qui était en pleine explosion. Donc on parle d'entreprises qui avaient des conditions économiques exceptionnelles en fait. Oui. Sur le Lean, très rapidement, parce que je trouve que c'est aussi effectivement très lié, le Lean, fondamentalement, c'est quand même supprimer le gâchis. C'est ça l'origine du Lean. Ne rien faire qui soit du gâchis. Or, en Agile, le premier principe, c'est on essaie, on se trompe, on jette et on change. Et de ne pas avoir poursuivi une erreur, c'est ça la valeur de l'Agile. Donc, c'est fondamentalement quand même des choses qui se contredisent en effet, et comme le disait Pascal. Mais il y a une chose qui est très commune au Lean et à l'Agile et qui est essentielle dans l'Agile et qu'on a tendance à perdre de vue, c'est que quand même parmi les principes, il y a ce principe qu'à la fin d'un sprint, on livre un produit fini et qui fonctionne. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Alors, c'est du pratico-pratique là, mais quand même, c'est un des principes fondamentaux, c'est que si l'Agile ne permet pas de faire ça, très vite, les projets sont complètement en échec. Pour que l'Agile fonctionne, notamment vis-à-vis du reste de l'entreprise, il faut qu'il y ait une livraison qui soit
de qualité. Et c'est aussi le rôle du Scrum Master dans la gestion des équipes et des capacités. C'est vraiment de dire, on va entamer un sprint, mettons 2 semaines, on se fixe un objectif qui est atteignable. Ce ne sont pas des objectifs qui ne sont pas atteignables. Les objectifs sont négociés au sein du groupe pour qu'à la fin, on ait un produit qui soit ce qu'on appelle, qui adhère à la definition of done. Bon, il faut qu'on ait dit dès le départ, ce produit, il fera ça, ça, ça et ça, quand on se lance dans le sprint, et tout est fait pour atteindre cet objectif. S'il n'est pas atteint, on a un vrai problème là, qui sera remis en cause au sprint suivant, qui sera soyons plus raisonnables sur nos objectifs, ne nous mettons pas des objectifs de folie. De ce point de vue-là, le lean et l'agile se ressemblent. Parce que le lean, tout son objectif également, c'est de ne pas créer un backlog de travail qui soit inatteignable. C'est toujours des choses qui vont tenir dans une certaine durée. Olivier, tout à l'heure, le mot insécurité a été évoqué pour caractériser la charge de travail du personnel. On peut aussi ajouter des risques psychosociaux. En tout cas, plusieurs auditeurs ont fait part, en tout cas, d'impact potentiel de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en diriez de votre côté? Comment conjurer d'une certaine façon? Et est-ce que, bien sûr, le type de discussion qu'il peut avoir au CSE permet d'anticiper les difficultés liées au mode agile. Tout à l'heure, vous avez dit effectivement la formation, c'est pas la solution. Il y en a d'autres, il y a des solutions organisationnelles. Donc, comment est-ce qu'on se prémunit un peu de ces impacts négatifs classiques sur les conditions de travail, les nouveaux modes d'organisation qui se développent depuis longtemps, de toute façon, impliquent un autre rapport au travail, impliquent en tout cas une mobilisation de la subjectivité. Celle-ci ne va pas toute seule, c'est plus stressant d'une certaine façon parfois. Qu'est-ce que vous en dites de votre côté et comment est-ce que vous arrivez à conjurer un peu ces difficultés ? Alors, en fait, c'est comme toute transformation. Hein. Toute transformation a à un moment donné des conséquences humaines, des conséquences personnelles et des risques. Donc, le meilleur moyen pour nous, c'est de faire en sorte que les salariés qui sont embarqués dans ces transformations ne s'enferment pas et ne restent pas sur eux-mêmes, ne restent pas dans leurs difficultés, comme dans toute transformation. Ce qui est d'autant plus difficile que justement, il reste des fois, les problèmes restent enfermés au niveau des squads et ne ressortent que rarement ou que quand les gens se mettent en arrêt. Ce que nous, on fait en tant que représentants du personnel, c'est suivre le sujet de cette transformation, parce que nous, ça fait plusieurs années que cette transformation est en route et qu'elle se déploie petit à petit, poser des questions et interpeller les managers pour que justement, ils prennent conscience que c'est pas qu'une question de salariés du bas de l'échelle, que c'est avant tout une question d'organisation et d'état d'esprit, et que tout ne va pas se faire en quelques mois, que le comportement de l'entreprise doit changer autour de ça. Et j'espère que cette transformation n'est pas une énième mode et qu'il va pas y en arriver une prochaine dans les prochaines années qui vont dire ah ben non, l'agilité était ceci et cela. J'en vois déjà arriver parce que nous on a beaucoup d'agilité autour de matériel physique, de hardware, et on se rend compte que ça a vraiment des limites. Derrière, il commence à avoir des adaptations de la méthode de hardware. À chaque fois qu'on fait des nouvelles adaptations et une nouvelle transformation, le temps d'acceptation par les équipes, par les personnes et le management est quand même assez long. Et du coup, si jamais les transformations s'enchaînent, à la fin, on n'y arrive plus. Donc, comme toute transformation, il faut suivre les gens, il faut leur permettre de s'exprimer, et nous, on fait le relais pour que le management et la culture d'entreprise évoluent. Mais après, la culture d'entreprise, ça met vraiment du temps à évoluer. Pascal, le dernier mot peut-être en 30 secondes, du côté de la sociologie, qu'est-ce qu'elle en dit, qu'est-ce qu'elle pourrait proposer pour mieux appréhender les questions d'agilité ? Je ne sais pas si la sociologie a grand-chose à proposer. En tout cas, moi, ce que je note, c'est qu'il y a presque quelque chose d'un peu paradoxal dans le fait de tenir ce webinaire aujourd'hui, en fait, dans une période où l'agilité a peut-être moins le vent en poupe, en tout cas où ce qui favorise l'agilité est à contre-courant.
d'un certain nombre de choses qui sont revenues en force depuis quelques mois ou quelques années, avec quand même un contexte dans les entreprises où on voit un retour à des conceptions assez restrictives de la performance autour de la productivité. L'idée de recréer des cadres très contrôlants. Moi, je pense que ce que sociologiquement on peut dire, c'est que ce serait vraiment dommage de le traiter comme une mode qui aurait été une passade en quelque sorte, alors qu'en réalité, il y a la possibilité, si véritablement il y a une introduction qui prend le temps d'ouvrir la réflexion, d'avoir véritablement une réflexion profonde en entreprise de ce que c'est qu'aujourd'hui créer de la valeur et avoir de la performance, et de la façon et du statut du travail dans tout ça. Comment laisser aux gens la possibilité de se livrer à du travail où ils visent de la qualité et à la fois source de performance et facteur de leur santé. Merci beaucoup Pascal, il me semble que c'est une très belle conclusion pour ce webinaire. Vous avez posé, auditeurs, plusieurs questions. Je pense qu'il y a matière éventuellement à continuer, bien sûr, mais là, nous allons clore cette émission. Je vous annonce le prochain webinaire ce vendredi 30 janvier à 14h, prévenir les violences sexistes et sexuelles au travail, un kit complet pour les référents, avec comme animatrices Nathalie Gauvrit et Amélie Pierre, ainsi que 2 référents au CSE et aussi un employeur. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Elle sera disponible en replay, je pense, dès cet après-midi. Merci beaucoup et à bientôt pour un autre WebMag, le rendez-vous des conditions de travail.